La France a plus que jamais besoin de main-d'œuvre étrangère. Elle a perdu 1 300 000 hommes au combat et le pays doit faire face aux nécessités de la reconstruction. Au cours des années 20, l'expansion industrielle et le dépeuplement rural vont rendre nécessaire la poursuite d'un recrutement à grande échelle. Jamais le nombre d'étrangers n'avait autant augmenté en aussi peu de temps. D'après les statistiques officielles qui sous-estiment la réalité, le nombre d'étrangers double presque en 10 ans. Il approche en 1931 3 millions de personnes, soit près de 7% de la population. La France figure désormais au premier rang des pays d'immigration, devant les États-Unis qui se ferment avec les lois des quotas. En 1919-1920, l'État français signe des conventions d'immigration avec plusieurs pays surpeuplés d'Europe, la Pologne, l'Italie et la Tchécoslovaquie. Ces conventions garantissent l'égalité des salaires et le bénéfice des lois de protection sociale. Les contrats de travail obligatoires fixent les conditions d'emploi et de rémunération. Ces principes constituent un progrès à condition d'être respectés. Pour lutter contre la crise démographique, le Parlement adopte en 1927 une loi qui facilite l'accès à la nationalité française. Il suffit désormais de 3 ans de séjour, au lieu de 10, pour pouvoir déposer une demande de naturalisation. Et la Française qui épouse un étranger n'est plus obligée de prendre la nationalité de son mari. Alors nous allons procéder au mariage de monsieur Certeau Georges Allen et de madame... En ce qui concerne le recrutement, l'État s'en remet au secteur privé. La toute-puissante Société Générale d'Immigration, qui représente les intérêts patronaux, joue un rôle majeur dans la recherche, la sélection, le transport et le placement de quelques 500 000 ouvriers et ouvrières issus d'Europe centrale. L'origine des immigrants et des immigrantes se diversifie. À côté des Italiens, qui restent les plus nombreux, arrivent en masse des travailleurs polonais et des exilés politiques venus de Russie, de l'ancienne Autriche-Hongrie et de Turquie, comme les Arméniens déportés après les massacres de 1915. L'immigration coloniale se développe aussi, essentiellement en provenance d'Algérie. Mais ceux que l'on appelle officiellement les musulmans sujets français ne figurent pas dans les statistiques de la population étrangère. Les Italiens impriment leur marque dans la Lorraine métallurgique. Les Polonais s'installent dans le nord charbonnier. Les Arméniens dans la vallée du Rhône. Les Russes en région parisienne. Le travail des Italiens et des Espagnols sauve les campagnes du sud-ouest de la désertification. Paris devient la capitale des milliers d'antifascistes italiens qui ont choisi la France. La ville lumière attire aussi des artistes et des écrivains venus du monde entier.
La décennie suivante marque un repli matériel et psychologique. Quand la crise économique touche la France à l'automne 1931, la xénophobie gagne toutes les couches de la société. Dès 1932, une loi contingente l'emploi des étrangers dans l'industrie. On renvoie chez eux de nombreux chômeurs, des Portugais car ce sont les derniers arrivés, et des Polonais par trains entiers. Pendant qu'ils repartent dans l'indifférence générale, d'autres étrangers viennent se réfugier en France. Anti-nazis, juifs venus d'Allemagne, d'Europe centrale et orientale. Républicains espagnols. L'accueil est plus que froid et l'antisémitisme s'aggrave. Ceux qui sont autorisés à vivre en France trouvent difficilement du travail. Sous la pression des médecins, des avocats et des musiciens, le Parlement adopte des lois de préférence nationale qui interdisent à ces réfugiés l'exercice des professions libérales. Le Front populaire constitue un répit. Les étrangers participent aux grèves et aux manifestations de l'été 1936. Pendant quelques mois, le rythme des expulsions individuelles diminue et les rapatriements collectifs sont suspendus. Mais en 1938, les décrets-lois du gouvernement Daladier s'en prennent à nouveau aux étrangers désignés comme indésirables et créent des camps d'internement. Et quand les soldats républicains espagnols vaincus franchissent la frontière en février 1939, ils se retrouvent dans des camps hâtivement ouverts sur les plages autour de Perpignan. La patrie des droits de l'homme semble avoir oublié ses idéaux. En septembre 1939, quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France fait appel, comme en 1914, aux travailleurs et aux soldats venus des colonies. 120 000 soldats environ seront déployés sur le front. Parmi les étrangers, nombreux sont ceux qui souhaitent s'engager aux côtés des Français, mais tous ne subissent pas le même sort. Les Allemands et les Autrichiens, même anti-nazis, sont traités en ennemis et internés. Les Tchèques et les Polonais reconstituent des formations armées autonomes. Les Arméniens apatrides sont incorporés dans l'armée française. Des républicains espagnols s'engagent dans la Légion étrangère ou se retrouvent dans des compagnies de prestataires. Les étrangers sont les premières victimes de la défaite. Les Allemands sont livrés aux autorités d'occupation. Les républicains espagnols faits prisonniers sont mis à part. Ils seront envoyés dans les camps nazis, notamment à Mauthausen, où 5000 d'entre eux trouveront la mort. Les soldats coloniaux font l'objet d'un traitement particulier. L'occupant les interne sur le sol français au lieu de les envoyer en Allemagne. Pour Vichy, les étrangers sont des indésirables. Le régime engage des procédures de dénaturalisation contre certains d'entre eux, en particulier les Juifs venus d'Europe de l'Est. Les étrangers considérés en surnombre dans l'économie nationale sont rassemblés dans des groupements de travailleurs étrangers. Ils seront, comme les travailleurs coloniaux, utilisés par l'occupant allemand. Les Juifs étrangers connaissent un sort tragique. Un décret d'octobre 1940 rend possible leur internement sur simple avis préfectoral. Les premières rafles ont lieu en mai 1941.
En 1942, à partir de la mise en œuvre de la solution finale par l'Allemagne nazie, elles prennent un caractère massif, comme lors de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942. Vient alors le temps de la déportation et de l'extermination. La répression vise désormais sans distinction les juifs français et étrangers. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres. Des étrangers s'engagent très tôt dans la résistance et y jouent un rôle important. Les Polonais et les Italiens sont nombreux. Ils combattent pour la France, mais aussi pour la liberté de leur pays. Plusieurs milliers de républicains espagnols poursuivent un combat commencé en Espagne en 1936. Ils espèrent alors que la victoire sur le nazisme entraînera la chute du régime franquiste. Les travailleurs et les soldats coloniaux qui ont échappé à la défaite viennent grossir les rangs de la résistance. Les communistes étrangers de la Moye figurent au premier rang de la lutte armée. Ils sont actifs dans la guérilla urbaine, les maquis et la propagande. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts. Ils seront les premières victimes de la répression, stigmatisés par l'occupant nazi. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Mais la célèbre affiche rouge, qui voulait dénoncer les hommes du groupe Manoukian comme des terroristes, en fera des héros morts pour la France. De nombreux résistants étrangers participent au combat de la libération, dans les rangs de la résistance ou de la France libre. Les blindés de la 2e DB qui pénètrent dans Paris en août 1944 portent souvent des noms espagnols. La première armée française qui participe à la campagne d'Italie et débarque dans le sud de la France est composée en grande partie de troupes coloniales. Marseille est libérée par des soldats algériens et marocains. Ces hommes ont payé un lourd tribut à la guerre. Ils ont été, par la suite, oubliés.